Bien, bonjour à tous pour ce troisième matin népérien depuis le lancement de notre agence. Alors aujourd'hui, on va être accompagné de deux partenaires qui vont alimenter le contenu de ce webinaire par deux conférences. La première conférence sera assurée par Stéphane Riost de Fasterize, qui va nous rejoindre dans quelques minutes, je pense. Et nous sommes déjà avec Zora Belmadi de TextBroker. Zora, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que tu vas nous raconter normalement dans une petite heure maintenant? Oui, avec grand plaisir. Déjà, Philippe, merci beaucoup de m'avoir proposé d'intervenir ce matin népérien. Merci à toi d'avoir accepté. C'est un C'est honneur. réciproque. Moi, je travaille pour la plateforme de rédaction TextBroker, qui est une plateforme avec des milliers de rédacteurs qui rédigent du contenu. Et donc, le sujet de la conférence portera autour du contenu. Ce seront 19 conseils pour du contenu optimisé, visible, intéressant. Alors, je me rappelle plus ce que j'ai mis dans chaque lettre. J'ai fait un petit jeu de mots avec Covid, parce que voilà, avec la crise, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit jeu de mots. Donc voilà, avec la crise du Covid, on a senti, nous, déjà chez TextBroker, qu'il y avait une demande plus forte au niveau des contenus. Et puis, oui, il y a plutôt intérêt parce que, étant donné que le business a été un peu chamboulé et la présence digitale est d'autant plus importante. Je pense que c'est vraiment primordial aujourd'hui de soigner ces contenus. Et donc voilà, j'espère que je vais pouvoir, durant cette conférence, vous apporter des conseils utiles et applicables dans la foulée. Oui, ok. Donc alors, ce qu'on va faire au cours de cette matinée, on va donc avoir 4 moments forts. On va commencer par faire un petit rappel de l'actualité du web marketing, hein, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Ensuite, avec Fastorize, on va parler d'expérience utilisateur, du X, de SEO, de Conversion Rate Optimization. On va en fait dire à quel point maintenant, en 2021, la vitesse, la web performance est devenue une priorité. Qu'est-ce que ça a comme impact? Et là, avec Fastorize, c'est vraiment des spécialistes, donc ils vont nous aider à y voir plus clair dans qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour avoir des résultats. Donc après, on aura l'intervention de TextBroker et je terminerai par un petit point sur les évolutions de l'algorithme de Google. Donc là, l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui doit changer en fait dans notre manière de faire du SEO dans les prochains mois, dans les prochaines années, compte tenu du fait qu'on est en train de vivre une disruption. Donc l'algorithme de Google est en train de changer, il devient beaucoup plus performant et ça veut dire que, il faut déjà se préparer à ne plus faire les choses comme on le faisait il y a 10 ans, parce que là, les résultats sont en train de s'éroder. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors le bon, c'est pas le bon. Alors ça va prendre une seconde. Hop là. Donc là, normalement, vous devez voir notre écran d'accueil sur les matins népérien. Et je vais voir si je peux faire avancer la présentation. Oui, génial. Alors déjà, une petite introduction pour ceux qui ne connaissent pas Néper. Donc ça, c'est une agence que j'ai créée à l'automne dernier, qui est spécialisée dans tout ce qui est inbound marketing en général. Content marketing, et puis évidemment tout ce qui est également SEO. Et on travaille également avec des clients sur des aspects un petit peu plus techniques. Donc, je vais passer rapidement sur la présentation de l'équipe pour vous expliquer notre offre. Donc voilà, on peut accompagner des clients sur le SEO, sur leur stratégie digitale, sur l'adoption des bonnes solutions pour le digital marketing. Donc là, on est en train de développer des outils nous-mêmes.
Sur le big data, donc avec l'accompagnement sur le choix, l'implémentation de DataBart, de DMP, de CDP, tout ce qui est reconnaissance d'identité nommée, etc. Sur le performance marketing également, donc évidemment tout ce qui est payant. Donc l'AMOA, MOE, le content marketing, donc c'est Text Broker et notre partenaire là-dessus, et sur tous les sujets liés au Web Analytics. Alors évidemment des choses classiques, mais donc également tout ce qui est développement de dashboards sur mesure, de scorecards, et puis tout ce qui est speed testing, donc classique, même si là je vais vous parler de speed testing SEO dans un instant. Vous allez voir pourquoi. Bien, alors, je passe vite parce que notre temps est compté, que je voudrais bien passer la parole à nos invités à l'heure prévue. Et on va commencer par l'actualité du SEO et du digital marketing. Et eh bien, je voulais attirer votre attention sur le fait que on avance chez Naper sur la création de nouveaux outils en partenariat avec des partenaires et qu'on est en train, en ce moment, de lancer un bêta test avec un très gros acteur éditeur de logiciels, spécialisé dans les logiciels SEO, hein, sur un outil de speed testing SEO. Donc là, j'ai encore un proof of concept que je peux lancer sur le speed testing SEO. Donc si ça intéresse des gens parmi nos auditeurs, eh bien, sachez que vous avez jusqu'à lundi soir, dernier délai, pour donc vous manifester, pour qu'on puisse discuter de la mise en place de cet outil. Alors, en quoi cet outil est nouveau par rapport à un outil d'AB test classique? Tout simplement parce que quand on fait de l'AB test SEO, on le fait sur des cohortes de pages donc, qui sont toutes différentes, sur une très longue période. Il faut faire des tests qui soient entièrement crawlables et indexables. Et pour ça, les outils d'AB testing classiques ne sont pas adaptés. Ils ne sont pas adaptés au niveau technique et ils ne sont pas adaptés en plus en termes de suivi statistique. Donc là, il faut changer complètement d'outil statistique et on doit faire ce qu'on appelle de l'analyse d'inférence causale. C'est-à-dire que c'est des outils à base machine learning qui cherchent à déterminer quelle est la confiance qu'on peut avoir dans le fait que les résultats qu'on obtient en SEO donc sont dus au changement que l'on a réalisé. Donc voilà, donc là c'est un peu l'avenir du SEO, là, ces outils-là. Si vous voulez participer à cette évolution vers un SEO plus rigoureux, plus pragmatique, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je voulais aussi vous parler, dans le cadre de l'actualité, de Flock. Alors, Flock, c'est une invention de Google pour remplacer les cookies tiers. Alors, vous savez que en 2022, les navigateurs, en particulier Chrome, vont cesser de supporter normalement tout ce qui est cookie tiers. Et donc, ça veut dire que les systèmes de tracking habituels qu'utilisent tous les gens qui ont des outils de gestion de publicité, tous les gens qui ont des outils de retargeting utilisent aujourd'hui. Alors ça, c'est une grosse révolution. Donc ça pose d'énormes problèmes à tout l'écosystème publicitaire concrètement. Et donc c'est hyper important de suivre ça parce qu'en ce moment, savoir exactement comment est-ce qu'on va gérer les campagnes dans quelques mois, c'est un petit peu compliqué à deviner. Alors Flock, c'est une alternative aux cookies que Google propose. Donc le principe, c'est de remplacer le tracking d'un utilisateur par le tracking d'une cohorte. Alors Flock, c'est un jeu de mots avec troupeau. Donc voilà, donc là on se dit qu'il y a des utilisateurs qui ont des comportements identiques, voilà, comme les moutons dans un troupeau. Et donc l'objectif de Google, c'est d'essayer de vous mettre à disposition des données sur les différents troupeaux. Et donc, ça vous permettra de faire un ciblage quasi aussi intéressant que ce que l'on avait avec les cookies tiers. Alors, donc ça, c'est une solution qui est poussée par Google. Et là, l'évolution récente, c'est que Google a décidé de vraiment imposer cette solution, parce que c'est eux qui ont
une position un peu dominante sur le marché publicitaire. Et honnêtement, ça ne ravit pas tout le monde. Donc là, le principe de Flock, c'est quand même déjà d'essayer d'extraire des informations sur les comportements actuels des utilisateurs et d'arriver à traquer l'évolution de tous ces comportements. Et le véritable problème de fond qu'on a, c'est que Google présente ça comme une alternative crédible par rapport aux aspects de privacy. En fait, c'est hyper facile, apparemment, lorsqu'on a déterminé un flock, un troupeau, une cohorte, d'arriver à reconnaître parmi les membres de la cohorte telle ou telle personne en croisant ces données avec des informations sur une base de données client, etc. Donc là, la solution ne garantit pas du tout des progrès en matière de privacy. Et par contre, il y a des gens qui poussent des alternatives à cette solution. Celle qui a le vent en poupe, c'est Unified ID, donc version 2.0. Il y a aussi une autre initiative qui s'appelle LiverAmp, pardon. Mais c'est Unified ID qui semblait être la solution qui allait être poussée par tous les acteurs du web hors Google. Par contre, là, il y a une déclaration récente la semaine dernière de Google sur le fait que, selon eux, il ne fallait pas croire aux techniques qui sont utilisées par Unified ID en matière de lutte contre les problèmes de privacy. Sauf que, en fait, Flock pose exactement les mêmes problèmes. Si on regarde bien, donc là, c'est vraiment une guerre entre Google et les promoteurs de ces identifiants alternatifs. Ce qu'on peut prédire malgré tout, c'est qu'à partir du moment où Google cherche à imposer son modèle, c'est probable que ce soit, hélas, Google qui gagne en imposant cette solution à tout le monde. Alors, dans les évolutions récentes de Google, alors côté PPC cette fois-ci, ce qu'on a vu, c'est que Google continue petit à petit, petite modification par petite modification, Google continue de transformer les modes de correspondance entre requêtes et annonces, les matching modes, de manière à faire en sorte que ces modes, en fait, fassent apparaître donc des annonces sur des requêtes qui sont de plus en plus difficiles à prédire concrètement. Donc là, c'était déjà arrivé en 2017 avec l'exact match, qui était une correspondance exacte par rapport à des mots-clés que l'on paramétrait dans Google Ads. Donc en 2017, ils avaient largement élargi la liste des requêtes qui, en réalité, étaient appelées par une correspondance exacte. Et bien maintenant, ils le font avec phrase match également. Et donc ça, c'est quelque chose qui est obligatoire côté Google, compte tenu de l'évolution de son algorithme, compte tenu de l'évolution également de la manière dont les gens expriment des requêtes. Avant, c'était des mots-clés qu'ils tapaient dans une barre de recherche. Aujourd'hui, c'est des questions qui sont formulées en langage naturel. Donc là, c'est quelque chose qui, évidemment, est une évolution indispensable pour continuer à avoir du reach sur des campagnes Google Ads classiques. Mais donc, ça vous explique toutes ces évolutions, qu'en réalité, la correspondance avec des requêtes, le fait de faire du matching sur des mots-clés, c'est quelque chose qui est en perte de vitesse, et ça vous explique, si vous avez des relations avec un conseiller de Google pour vos campagnes, pourquoi est-ce que dernièrement, il insiste lourdement sur le fait qu'il faut basculer sur du ciblage d'audience. Enfin, voilà, c'est parce que, en fait, la correspondance avec des requêtes à l'ancienne est de moins en moins efficace. Alors, on a eu également des nouvelles de la fameuse Page Experience Update. Je vous rappelle qu'en mai, théoriquement, Google va lancer une mise à jour de son algorithme, une mise à jour qui est basée sur les Core Web Vitals, mais pas uniquement. Et là, ce qu'on a eu récemment,
c'est un aveu de Danny Sullivan, qui est l'un des porte-parole de Google, qui a expliqué que normalement, en mai, les changements apportés par cette mise à jour allaient être relativement peu importants. Donc ça, c'est une chose. Alors, on en parlera forcément avec Stéphane tout à l'heure. Quoi qu'il arrive, le fait de pouvoir maintenant accéder à des informations comme les Core Web Vitals extrêmement facilement, donc qui sont des données run, donc des données qui viennent côté utilisateur, qui sont des vraies données, et pas des données artificielles, synthétiques, eh bien, c'est un progrès. Et donc, ça veut dire que améliorer donc ces indicateurs, ça veut dire qu'on améliore réellement l'expérience utilisateur qui est liée à la web performance. Donc, ce n'est pas parce que Google, d'un seul coup, vous dit que franchement, en mai, il ne va pas se passer grand-chose, que ça veut dire qu'il faut complètement abandonner les projets concernant les améliorations de web performance. Et donc, ce qui est assez rassurant, c'est qu'Aleda Solis, qui est un consultant SEO donc, très connu au niveau mondial, elle a fait un petit sondage pour savoir si les SEO, après cette annonce, allaient changer de priorité, allaient changer de niveau de priorité pour ces améliorations de web performance. Et la réponse est majoritairement non. Donc, ça veut dire que là, le message a été compris par pas mal d'acteurs. Alors attention, ce qui est sous-entendu par Danny Sullivan, c'est que lors de l'update de mai 2020, il y aura très très peu d'impact. Par contre, il sous-entend que l'impact peut devenir de plus en plus fort au fur et à mesure qu'il y aura une plus grande adoption par les webmasters de ces contraintes-là. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, ça veut dire qu'on peut s'attendre malgré tout à ce que petit à petit, Google renforce en fait l'impact que de très mauvais indicateurs sur les Core Web Vitals peuvent avoir sur les résultats. Alors, je rappelle d'ailleurs que l'update ne concerne pas que les Core Web Vitals. Hein. Donc, on a également d'autres critères qui vont être pris en compte, notamment est-ce que les pages sont mobile friendly, est-ce que les pages sont secures, donc est-ce qu'il y a éventuellement des problèmes avec la présence de malware sur vos JavaScript, etc. Est-ce que vos pages sont sécurisées? Est-ce que vous n'avez pas d'interstitiel intrusif? Donc, l'update est basé sur des scores qui comprennent les Core Web Vitals et des indicateurs sur ces points-là. Donc, n'oubliez pas également de regarder ces autres points avant la mise à jour. Alors, on a appris en fait récemment qu'une mise à jour de Google était passée un peu inaperçue. C'est une mise à jour dans Google Images. Donc Google a rajouté donc un filtre qui amène de la diversité dans les résultats qui sont obtenus. Donc ça, c'est intéressant parce que jusqu'à une époque récente, effectivement, on pouvait voir apparaître sur des requêtes tout un tas d'images identiques qui étaient donc sélectionnées sur différents sites. Et au passage, Google a également beaucoup amélioré les filtres qui sont visibles en tête des pages de résultats de Google Images. Alors, je rappelle là-dessus que Google a toujours un tout petit peu de retard sur ses concurrents, notamment Bing, sur donc les algorithmes qui sont mis en œuvre sur Google Images. Donc là, c'est clairement quelque chose qui a été fait pour rattraper en particulier ce retard. Alors là, ça veut dire qu'on commence à avoir un impact. Avant, il n'y avait vraiment qu'une notion de duplicate content côté image. Là, on commence à avoir potentiellement donc des cas dans lesquels une image ne sera pas sélectionnée pour apparaître en tête des résultats parce qu'elle est similaire à une image qui est déjà sélectionnée. Donc ça, c'est un point. Donc avant, il n'y avait pas de duplicate content sur les images. Maintenant, on a quelque chose qui commence à y ressembler. Alors l'impact est assez faible. Hein. C'est assez compliqué de trouver des exemples dans lesquels on voit entre avant et après ces filtres de diversité qui sont réellement à l'œuvre. Alors, on a appris à mi-février que Google avait déployé le passage ranking. Alors ça, j'y reviendrai à la fin de ce matin népérien.
ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un impact relativement faible, alors que c'était une grosse annonce de Google qu'ils avaient beaucoup commenté lorsqu'elle avait été donc présentée en septembre. Et donc, il y avait eu un billet de blog en début octobre également, dans lequel ils avaient expliqué que ça allait impacter 7% des requêtes, ce qui est censé être une très grosse modification. Et donc, bon voilà, donc en réalité, les résultats sont relativement peu identifiables. Si ça fait bouger 7% des requêtes, on se demande exactement qu'est-ce que ça veut dire. Comme d'habitude, hein, quand Google donne ces chiffres-là, c'est un peu difficile à interpréter. Beaucoup de gens n'ont pas vu de changement majeur dans leur trafic suite à cette mise à jour, contrairement à la Core Update de décembre 2020, par exemple, qui, elle, a fait énormément, qui a eu énormément d'impact. Alors, le passage ranking, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire que Google est capable d'indexer dans un document qui est relativement long des passages de ce document. Et s'il s'aperçoit que eh bien, ce passage est une excellente réponse à une requête de l'internaute, eh bien, ça permettra de faire remonter la page grâce à ce passage, alors qu'il est au milieu d'un contenu beaucoup plus long. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que ça veut dire que, par exemple, si vous avez une grande FAQ qui traite une centaine de questions, par exemple, c'est une page à rallonge, eh bien, peut-être que cette page sera malgré tout en tête des résultats parce que, par rapport à une question de l'internaute, eh bien, vous avez la réponse dans l'un des passages. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'utiliser des tactiques d'optimisation pour des documents comme ça, composites, dans lesquels on a plusieurs contenus qui peuvent matcher avec une réponse. Google arrive à mieux identifier les pages qui sont pertinentes, alors même qu'il y a une toute petite partie de la page qui est réellement la réponse à la question. Donc là, c'est un changement de comportement assez fort. Pour l'instant, ce qui est clair, c'est qu'ils ont déployé ces changements de manière assez discrète. À mon avis, ils n'ont pas voulu chambouler leur page de résultats. Donc, ce qui est clair, c'est que ça risque par contre de changer et qu'on risque d'avoir un impact qui va devenir de plus en plus fort avec le temps. Pour l'instant, donc, il n'y a pas de déploiement annoncé sur les autres pays que les US sur le passage ranking. Alors Google ensuite a ajouté pas mal de nouvelles pénalités, hein, donc, notamment des pénalités qui concernent News et Discover. Donc c'est assez logique, notamment par rapport à la problématique de Discover, dont l'algorithme est différent de celui de News. Donc il est en fait beaucoup plus accessible à des formes de spam. Donc ils ont un énorme problème avec la présence dans Discover de fake news. Donc c'est intéressant évidemment pour eux d'avoir une politique un petit peu plus stricte en cas de détection de pénalités potentielles. Donc de problèmes potentiels pouvant engendrer des pénalités. Alors si vous voulez avoir des informations en détail sur ces nouvelles pénalités, à quoi ça correspond, etc., je vous invite à aller voir l'article qui est sur notre blog sur le sujet. Alors, on a eu également pas mal de clients qui nous ont appelés en disant « Ah, c'est génial, on a le crawl de Google qui a augmenté. » Bah oui, non, c'est pas exactement ça. En réalité, Google a changé la manière dont il reporte les stats de crawl dans leur outil, qui est dans la Search Console. Donc, depuis le 16 janvier, on a un rapport qui est ventilé par type de fichier. Et en fait, si on veut comparer les choses comparables, maintenant, il faut faire attention à regarder le crawl des pages HTML. Donc là, vous avez un exemple ici, avec le crawl qui est mesuré. À partir du 16 janvier, on a une croissance apparente du crawl, sauf qu'en réalité, le crawl des pages HTML était en baisse, et que la hausse est due en fait à un crawl de la part d'un nouveau bot qui n'était pas comptabilisé avant, qui n'est pas exactement Googlebot, mais qui est Hotsbot. Et donc voilà, donc ça, il faut se méfier maintenant. Il faut regarder le bon rapport dans la Search Console. Avant, on n'avait que 3 courbes,
Et donc aujourd'hui, on en a beaucoup plus. Et il faut aller chercher les crawls de pages HTML pour voir effectivement si le crawl fonctionne ou pas. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui ont perdu de vue le rapport, qui me disent j'arrive pas à le trouver. Il faut dire que là, Google a quand même une logique qui m'échappe un peu. Donc, le rapport est caché dans la rubrique paramètres, figurez-vous. Donc, voilà. Donc, si vous voulez savoir où il est, bah, vous allez dans paramètres, vous allez tomber sur statistiques sur l'exploration, au milieu de choses comme changement d'adresse utilisateur et validation de la propriété. Bon, et donc là, vous allez avoir accès au fameux rapport nouveau de la Search Console. Donc, avant, ils étaient dans les anciens outils rapports. Maintenant, ils sont cachés dans la rubrique paramètres. Bien, alors ça, c'était tout ce que je voulais vous signaler aujourd'hui en matière d'actualité. Donc, dans la plupart des cas, c'est des sujets qui ont été abordés déjà dans notre newsletter et sur notre blog. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Elle est envoyée en fin de semaine de manière hebdomadaire. Et à chaque fois, l'idée, c'est de vous envoyer des informations sur les sujets d'actualité, mais aussi on donne des tips donc sur pas mal de sujets liés au SEO et au digital marketing pour justement vous aider à mieux gérer votre référencement au quotidien.